Donc, vraiment ravi de vous accueillir. Et peut-être pour l'audience, ce qui est bien, c'est en fait une petite présentation, histoire que on sait à qui on s'adresse, qui est qui. Donc, Marie, est-ce que vous voulez commencer? Oui, si vous voulez. Alors, volontiers. Oui, enfin, alors, rapidement, donc, je m'appelle Marie, je travaille pour la société Deakos, comme c'est inscrit dans le descriptif, comme ça on est clair dès le début. J'ai le plaisir d'être l'administratrice de plusieurs groupes sur Facebook, puisque mon travail au sein de la société Deakos, c'est un travail de diffusion et vulgarisation de toute une série de concepts scientifiques et médicaux destinés donc au public. Et donc pas uniquement vers les professionnels, mais aussi vers les novices qui malheureusement sont victimes de problématiques et ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps et ne trouvent pas forcément d'éducation dite thérapeutique auprès des professionnels de santé qui manquent de temps. Donc mon travail, c'est principalement celui d'être la personne qui informe ou qui en tout cas indique où trouver la bonne information pour soi. Sans être prescripteur. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de faire comprendre aux gens ce qui se passe pour leur permettre d'avoir les outils pour prendre les bonnes décisions ensuite, en accord avec leur thérapeute au pluriel, pour leur parcours de soins. Pour la petite histoire, pour la chronique, ma formation initiale, c'est celle de diététicienne. Donc j'ai un diplôme français qui a ensuite été j'ai repris des études en Italie puisque j'habite en Italie. J'ai repris des études pour faire valider le diplôme aussi en Italie. En reprenant ces études-là, en fait, je les ai complétées. Le bagage a augmenté et puis en étant à l'intérieur de la société Deakos, j'ai la possibilité d'avoir accès à des formations supplémentaires. Donc, j'ai une spécialisation, si on peut appeler ça comme ça, même si elle n'est pas sanctionnée par un titre professionnel, une spécialisation en urologie, en gynécologie, en micronutrition, en gastroentérologie que j'avais déjà auparavant, mais que j'ai perfectionné. Et dans les dernières années, j'ai eu la possibilité de m'intéresser et me former d'un petit peu plus près à tout ce qui est troubles de la digestion, donc troubles gastro-intestinaux et problématiques de type dysbiose, candidose, SIBO, syndrome de l'intestin irritable, qui sont des problématiques qui en fait concernent une tranche de la population très importante, puisqu'on parle de 20% de la population adulte, mais qui sont encore aujourd'hui très négligés et très maltraités dans tous les sens du terme, c'est-à-dire mal traités au sens du traitement médical, mais aussi maltraités au sens social et relationnel que ça implique. Donc voilà, je m'arrête là pour la présentation. Ok, bon, très bien. En tout cas, merci. Alors là, comme on est sur une multidiffusion, peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Marco Pelliteri, je vis actuellement en Thaïlande maintenant depuis 2 ans, c'est expatrié de la Suisse à la Thaïlande. J'ai développé une expertise spécialement orientée sur un drainage de l'organisme pour l'élimination en fait de l'accumulation de toxines. C'est lié à une expérience de vie qui m'est personnelle puisque j'ai eu 2 hépatites, une hépatite B et une hépatite C, et qu'en suivant un protocole de drainage comme aujourd'hui je le fais, eh bien, dans le cadre de l'accompagnement au sein de mon groupe, donc Détox Privilège, eh bien, je permets en fait une restauration en fait des valeurs en éliminant en fait les sources de l'inflammation. Donc, pour moi, ça a été, comment dire, un moment qui a été important, un déclic qui a été important en fait dans ma tête, parce que je me suis dit que la micronutrition au niveau naturel peut résoudre énormément de choses. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, puisqu'on m'a, quelques années après avoir fait des analyses, on m'avait dit que c'était quand même quelque chose de chronique et quelque chose d'irréversible, surtout l'hépatite C, qui devrait se terminer normalement en cirrhose du foie, en cancer, etc.
eh bien, j'ai été cliniquement et médicalement déclaré entièrement guéri, que mon foie est revenu à la normale et qu'en plus, mon corps avait développé des anticorps. C'est là que j'avais presque eu envie de dire au médecin, mais puisque j'ai développé des anticorps contre les hépatites, pourquoi vous ne prélevez pas mon sang et vous faites un vaccin avec? Étant donné que voilà. Mais pour moi, ça a été ça le déclic et je me suis dit que si on arrive à restaurer quelque chose d'aussi important, alors on peut résoudre énormément de choses. Donc, j'ai développé une communauté en fait, de personnes qui seraient intéressées justement à changer leurs conditions, à retrouver, disons, une certaine vitalité, un certain élan. Disons que pour tout simplement vivre simplement, sainement, sans être impacté par toutes sortes de difficultés. Donc là, j'ai vraiment développé ça. Et puis aujourd'hui, on en est là. Et ce qui me plaît, justement, c'est de pouvoir échanger et interagir avec des intervenants comme vous, Marie, qui ont des spécialisations. Et justement, peut-être pour simplement aider à un éveil de conscience sur simplement le fonctionnement biochimique du corps et que c'est beaucoup plus simple qu'on puisse le penser et que tout est une affaire en fait de discipline personnelle et de croyance, d'avoir la foi tout simplement sur le fait qu'on peut toujours tout rétablir lorsqu'on y met vraiment, comment dire, l'intensité nécessaire et la croyance et la conviction pour justement changer la donne. Donc aujourd'hui, on parle d'inflammation. Oui, on parle d'inflammation au sens large, d'inflammation qu'elle soit généralisée ou qu'elle soit située sur un organe en particulier. C'est pour ça que le titre complet, c'était Inflammation, un trouble aux mille visages, parce qu'en fait, l'inflammation peut se manifester de plein de manières différentes et souvent se manifeste camouflée comme étant autre chose. Et c'est bien ça la difficulté. Et en fait, en préparant le live avec vous, on s'était dit que c'était intéressant de parler de l'inflammation, surtout en s'adressant aux personnes qui ont des troubles multiples. Et banalement, moi j'étais partie de ce cas d'une personne que j'avais eue au téléphone, qui en fait cumulait les problématiques de cystite, de mycose vaginale, troubles intestinaux et puis des problématiques même non fonctionnelles, c'est-à-dire pas liées à des appareils comme peut être l'appareil urinaire, l'appareil génital ou l'appareil gastro-intestinal, mais elle avait des céphalées, elle avait fameux brouillard mental qui est de plus en plus identifié comme relativement typique d'une hyperperméabilité intestinale. Donc, si vous voulez, cette personne était dans une situation d'impasse parce que, et d'ailleurs, je vous remercie, je fais une parenthèse, je vous remercie parce que le tout petit extrait que vous avez pris de notre précédente conversation, que vous avez republié récemment, il est illuminant. Je ne me rappelais même pas que j'avais dit ça, mais c'est vraiment, c'est exactement le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que dans cet extrait, je parlais de la dérive de la médecine fonctionnelle qui consiste à dire j'ai mal au doigt, je vais avoir le complément alimentaire pour le doigt, j'ai mal à l'oreille, je vais avoir le complément alimentaire pour l'oreille, j'ai les cheveux qui tombent, je vais avoir le complément alimentaire pour les cheveux, etc. Et là, en fait, dans le cas de cette personne, c'était la même chose. C'est-à-dire que comme elle avait des problématiques multiples, et que la grande difficulté, au-delà de médecine fonctionnelle, pas médecine fonctionnelle, la grande difficulté dans nos systèmes de santé actuels, c'est l'absence du professionnel holistique. C'est l'absence d'une figure qui va recueillir toutes les informations de la pointe des cheveux jusqu'à la pointe des pieds, faire une synthèse et les mettre en perspective pour regarder l'individu dans son ensemble. Dans le cas de cette personne, ça se traduisait par j'ai des cystites, je vais chez un urologue qui me donne une thérapie, qui me donne des conseils. J'ai des mycoses, je vais chez un gynécologue qui me donne une thérapie, qui me donne des conseils, sans regarder ou se préoccuper de la thérapie de l'urologue. Et l'urologue ne se préoccupe pas de la thérapie
du gynécologue. J'ai des céphalées, je vais chez le neurologue qui me donne une thérapie sans se préoccuper de la thérapie de l'urologue et du gynécologue et qui me donne des conseils. Je vais chez une naturopathe pour le brouillard mental qui me donne une thérapie, qui me donne un conseil phytothérapeutique sans se préoccuper. Et ça, c'était le meilleur des cas, parce qu'il y a des fois où certains professionnels de médecine alternative se préoccupent trop du conseil donné par le médecin à tel point qu'il conseille d'interrompre les thérapies, ce qui est aussi très très grave. Donc, enfin bref, elle avait consulté, je vais exagérer en disant une dizaine de personnes, et donc elle avait une dizaine de prescriptions, une dizaine de listes de conseils à appliquer, des conseils alimentaires, alors l'alimentation contre les cystites, l'alimentation contre les mycoses, l'alimentation contre les troubles du transit, l'alimentation contre etc. Et donc, elle était complètement perdue. Et face à un cadre, face à un sujet comme ça, au téléphone, je lui dis, mais attendez, ok, vous avez des pathologies au niveau vésical, au niveau vaginal, au niveau intestinal, etc., mais quel est le tronc commun? Vous êtes un individu. Donc, à un moment donné, les coïncidences, il peut y en avoir une ou deux, on peut avoir pas de chance, on peut avoir les défenses immunitaires complètement raplapla et donc avoir une infection, une otite et une cystite en même temps, oui, ça c'est possible. Mais quand vous commencez à cumuler et que les problèmes de santé, qui peuvent aussi être des petits bobos, hein, c'est pas forcément des choses super graves, là dans le présent, c'était lourd, mais ça peut aussi être des petits bobos, ça peut être des problèmes de peau, des problèmes de cheveux, des problèmes de dents, des choses comme ça. Quand vous commencez à cumuler, il faut prendre 2 secondes pour vous arrêter, vous dire non, là, c'est mon corps qui est en train de me dire quelque chose, il y a un terrain, et c'est ce terrain qui parle, en fait. Donc, quel est le tronc commun? Dans 9 cas sur 10, quand on habite en Thaïlande, je ne sais pas, mais quand on habite en Europe, en France, en Suisse, en Italie, en Belgique, etc., dans 9 cas sur 10, le tronc commun, c'est l'inflammation. C'est l'inflammation. On est au bain-marie dans un style de vie qui est très, très, très pro-inflammatoire. Et alors, cette inflammation, comment on peut la représenter, comment on peut l'imaginer? C'est un peu comme si vous aviez un incendie. Donc, imaginons que notre corps, ça soit une maison. Il y a un incendie à l'intérieur de cette maison, et l'incendie, à un moment donné, il va décrocher le cadre du mur, il va brûler le rideau de la fenêtre, enfin, il va être plus là où il peut, là où il y a une fragilité, là où il y a plus de combustibilité possible, il va aller faire un dommage franc avant de faire brûler complètement toute la maison. Dans le corps humain, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que s'il existe un terrain inflammatoire latent qui couve depuis des semaines, des mois, des années, à un moment donné, cette inflammation, elle va finir par décrocher le cadre du mur. Donc, elle va causer un problème de santé sur un organe. Alors, ça va être on va traiter, parce que ce qu'on sait faire dans notre approche de la santé moderne, c'est il y a une pathologie, il y a un symptôme, on traite. Donc, on va traiter. La pathologie, en apparence, va disparaître, mais l'incendie qui est en dessous continue et il va se remanifester. Et progressivement, quand le terrain inflammatoire n'est pas résolu, progressivement, l'inflammation gagne du terrain parce que c'est exactement le même mécanisme que l'incendie. Un incendie qui n'est pas correctement maîtrisé, c'est un incendie qui repart, qui reflambe et qui s'étale comme une tache d'huile. Et donc, ça va gagner du terrain et ça va se manifester avec un jour j'ai mal à la tête, un jour j'ai une cystite, un jour j'ai des troubles de l'intestin, etc., etc. C'est ce qu'on retrouve en fait très souvent, c'est ce qu'on retrouve en fait dans la situation de santé des personnes et ça peut être, il n'y a pas besoin en fait que ce soit aussi des fois important, lourd d'un point de vue pathologique, mais même c'est simplement des petits bobos quotidiens, ça peut être des douleurs, ça peut être des migraines, ça peut être des troubles intestinaux comme vous l'avez dit. Je veux dire, même s'il y a une certaine chronicité, j'entends quand la personne elle a fait un traitement, je veux dire, bon, ok, ça va bien pendant un certain temps, mais du coup, ça rechute. Donc, ça revient,
soit ça revient, soit ça se manifeste d'une autre manière. Donc, effectivement, vous l'avez dit, c'est que tout à coup, je veux dire, pour une raison complètement inexpliquée, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi est-ce que je me colle un mal de crâne à ne pas pouvoir voir le jour, à m'enfermer même dans le noir pour essayer, en fait, de calmer cette douleur. Ce que je veux dire, c'est qu'on se pose la question, pourquoi ça arrive tout à coup soudainement? Ça se répercute. Et en plus, c'est ça qui est très, c'est pas enfin oui, c'est très pervers. Cette problématique de l'inflammation chronique, comme vous le dites si bien, elle est perçue même par le sujet lui-même. Elle n'est pas perçue même par le sujet lui-même. C'est pour ça que je disais, elle avance masquée. C'est-à-dire qu'il y a un manque de conscience du fait que on est en situation inflammatoire, et quand le petit bobo ou le trouble ou la pathologie nous tombe dessus, c'est ce que vous venez de dire, en fait, moi je parle avec des personnes qui me disent ouais, ça, du jour au lendemain comme ça, et puis en fait quand on en discute et qu'on commence à creuser, mais c'est pas du jour au lendemain, en fait là ça y est, ça explose, mais en fait c'est quelque chose que vous avez depuis bien longtemps qui couve à petit feu. Donc, l'intérêt du live d'aujourd'hui, c'est aussi celui de donner les clés aux gens qui écouteront, qui nous feront cette courtoisie de donner un minimum de crédit à ce qu'on dit, de leur donner les outils et les clés pour comprendre si eux-mêmes sont dans une situation d'inflammation chronique qui, si elle était résolue, leur permettrait, dans le pire des cas, d'amoindrir, dans le meilleur des cas, de faire disparaître totalement, ce qui, pour eux aujourd'hui, est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un problème de santé important ou moins important, mais en tout cas quelque chose qui leur pourrit la vie, hein, clairement, qui est là, et ils regardent ce problème de santé-là, et en fait, ce problème, parce qu'il y a l'inflammation. Et donc, le message, c'est évidemment pas celui de dire arrêtez de traiter le problème parce que vous allez vous occuper que de l'inflammation. Il est clair qu'à partir du moment où il y a des symptômes, à partir du moment où il y a des manifestations cliniques, il y a la nécessité d'une prise en charge de la partie aiguë. Mais il ne faut pas négliger le terrain, le travail de fond à faire contre l'inflammation. Et donc, puisque je disais donner des clés, donner des outils, en fait, les clés et les outils, elles résident dans ce qui s'appelle l'anamnèse. C'est-à-dire prendre un temps, et malheureusement pour ça, encore une fois, il faut trouver un accompagnant pour le faire. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien parler avec vous, parce que vous êtes l'accompagnant idéal. Vous prenez le temps de connaître l'individu. Votre première question, c'est pas qu'est-ce qui vous fait mal, c'est raconte-moi en gros ta vie, un peu ce qui s'est passé dans les années précédentes. Cette anamnèse, ce soin pris dans le récapitulatif le plus exhaustif possible de l'historique d'une personne, elle est fondamentale. Donc, on peut se le faire à soi-même aussi, hein, mais avec un accompagnement, c'est mieux parce que c'est quelqu'un qui pose des questions, c'est quelqu'un qui va peut-être réagir à des choses qui, pour nous, sont peut-être de l'ordre anecdotique, et en fait, ça va faire écho chez l'accompagnant pour autre chose. Donc, cette anamnèse, elle va avoir pour objectif celui de dire ok, si on observe la dernière année, les 2 dernières années, les 3 dernières années, les 10 dernières années, ça dépend aussi de l'âge de la personne, combien de fois est-ce qu'on s'est senti mal, combien de fois est-ce qu'on a été malade, combien de fois est-ce qu'on a dû avoir recours à des traitements d'allopathie, et puis est-ce que c'était sur le même organe à chaque fois, ou bien est-ce que c'était sur des organes différents, etc. Cette mise en perspective, cette historique, elle va nous donner un panorama de la situation, et elle va nous permettre d'évaluer. Alors après, c'est une évaluation, grosso modo, il y a aussi un peu l'expérience qui compte pour faire cette évaluation, mais ça va nous permettre d'évaluer si oui ou non il y a un terrain inflammatoire de base, et donc si oui ou non il y a la nécessité d'aller travailler d'un côté sur les problématiques, mais aussi sur le terrain et contre cette inflammation pour la faire régresser et pour petit à petit réduire l'incendie dans la maison et pouvoir remettre le cadre au mur en sachant qu'il ne sera plus décroché, remettre des rideaux à la fenêtre en sachant qu'ils ne seront plus brûlés, etc., etc.
C'est d'amener en fait de la stabilité tout simplement en allant vraiment chercher la source qui provoque en fait tout simplement en fait ces inflammations-là. Oui. Et c'est vrai que ça paraît presque inabordable à quelque part parce qu'on pense que c'est terriblement compliqué Oui. de se dire ok bon disons que la responsabilité majeure des maux ce sont les inflammations. Donc, je veux dire, sous une douleur, quelle que soit en fait comment elle se manifeste, quand je parle de douleur, ça peut être une problématique du genre syndrome de l'intestin irritable, ça peut être des problèmes justement de menstruation douloureuse chez les femmes, ça peut être comme on l'a dit, les problèmes de migraine. Il se cache toujours un foyer inflammatoire de toute façon. C'est toujours provoqué par l'inflammation. Et donc, on a d'à peine en fait à réaliser et à s'imaginer qu'il est possible justement de toucher en fait ce problème-là. Parce que là, on s'adresse vraiment à la source. En général, la médecine, il s'inquiète toujours. En règle générale, c'est toujours un petit peu les symptômes. Ah, vous avez un symptôme de ça. Ok, on va vous donner un traitement qui va soigner ce symptôme. Ça revient exactement à ce que vous avez dit tout à l'heure avec la médecine allopathique. Pour chaque spécialité, il va y avoir un traitement. Mais voilà, après, on ne sait pas non plus quelles sont les conséquences et les effets secondaires de ce traitement-là qui va amener la personne à aller visiter quelqu'un d'autre. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très compliqué. Mais même si je peux vous dire, ça va au-delà de ça, parce que c'est un écueil dans lequel tombe la médecine allopathique. Mais moi, je ne suis pas médecin, donc évidemment, je suis le rien intersidéral pour m'exprimer en la matière. Et le médecin qui fait une prescription l'a fait parce qu'il a quand même une expertise, une expérience, un bagage, un diplôme qui lui permettent de le faire. Et il y a toujours la balance bénéfice-risque. Quel est le bénéfice pour le patient? Quel est le risque pour le patient? Si la prescription est faite, c'est parce qu'on estime que le bénéfice est supérieur au risque. Donc, sur l'allopathie, moi, je préfère pas trop aller y toucher et pas trop commenter ce qui se passe parce que ça n'est pas de mon ressort et j'ai aucune légitimité pour le faire. D'ailleurs. Ouais. Mais au-delà de ça, ce qu'on est en train de dire, c'est aujourd'hui, c'est applicable aussi au domaine des médecines dites parallèles ou alternatives. Et là, je peux vous en parler en connaissance de cause parce que comme je travaille pour un laboratoire qui vend des compléments alimentaires, je fais aussi du conseil sur les compléments alimentaires, donc du schéma posologique, conseil sur les dosages, etc., etc. Et j'ai arrêté de compter le nombre de fois où il y a donc, là, en l'occurrence, c'est des clients qui nous contactent en nous demandant des conseils. Je voudrais prendre produit 1, produit 2, produit 3, comment est-ce que je dois les utiliser? Et où je leur ai dit, attendez, avant de vous dire comment vous devez les utiliser, est-ce que vous pourriez me dire si, indépendamment de ces produits-là, vous avez d'autres compléments alimentaires et d'autres produits de phytothérapie? Ces gens-là vont envoyer des listes en me disant alors oui, parce que ma naturopathe, elle m'a conseillé ça, et puis mon ostéopathe, il m'a conseillé ça, et puis mon kinésiologue, il m'a conseillé ça, et puis Marco, il m'a conseillé ça, et puis chez Deacos, j'ai déjà acheté ça, et puis comme j'aime bien ma petite pharmacienne de quartier et qu'ils ont un rayon phytothérapie, j'ai aussi pris des olives. Ça fait bien d'entendre ça. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça? Et le problème, mes chers amis, je vais tirer sur l'ambulance, comme on dit en Italie, c'est que même avec les compléments alimentaires, si vous exagérez, vous devenez contre-productif. Parce qu'un complément alimentaire, quoi qu'en dise le laboratoire fabricant, contient toujours un principe actif et des excipients. Vous ne pouvez pas commercialiser un produit s'il n'y a pas d'excipient dedans, parce que le produit n'aura pas de longue conservation, parce que le produit ne sera pas stable au niveau de sa forme galénique, etc., etc. Donc, quand vous allez sur un site internet de vente de produits et que vous voyez, je ne sais pas, produit X de poudre de perlimpinpin, c'est un super principe actif, tout le monde vous dit de prendre de la poudre de perlimpinpin, vous cherchez la poudre de perlimpinpin, vous trouvez la poudre de perlimpinpin, et le fabricant, le producteur vous dit, oui, ce produit, c'est 100% poudre de perlimpinpin. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a quelques exceptions à cette règle-là. Par exemple, le Démanos, ça peut être 100% Démanos. Il y a quelques exceptions. Mais si on parle au sens large,
il est quasi impossible d'avoir des compléments alimentaires, en particulier si ce sont des comprimés ou des capsules, dans lesquels vous n'avez pas d'excipient. Pourquoi est-ce que je m'attarde sur ce point-là? Parce que si vous cumulez, que vous avez 3 compléments alimentaires au petit déjeuner, 10 compléments alimentaires au déjeuner, 2 compléments alimentaires au goûter et 5 compléments alimentaires au dîner, ça veut dire que vous cumulez les excipients. Et les excipients, à un moment donné, ils sont nécessaires. Il y a des laboratoires qui travaillent de manière très propre, qui mettent le minimum syndical, qui choisissent de bonne qualité, etc. Mais ça reste des excipients. À un moment donné, quand vous en avez trop, vous devenez contre-productif. Et même si vous prenez des compléments alimentaires contre l'inflammation, vous aggravez l'inflammation parce que vous exagérez sur la consommation de ces fameux compléments. C'est là où il y a un message important en fait que je délivre tout le temps en fait, c'est que c'est pas suffisant en fait de prendre des compléments alimentaires. Les gens prennent des compléments alimentaires pour tout, pour rien, parce qu'ils ont entendu quelque chose, soit parce que le naturopathe leur a dit qu'il fallait prendre ceci ou prendre cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une ligne de conduite à suivre en fait avec les compléments alimentaires pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire et sur quoi en fait on va travailler. En général, les gens ils pensent que le fait que juste de prendre des compléments alimentaires, ça va résoudre un petit bobo à gauche, un petit bobo à droite, etc., etc. Et je veux dire, c'est là où en fait la problématique, c'est que tout ce qui est, on parle de vitamines, bien entendu, on parle de flavonoïdes, on parle d'oligo-éléments, de minéraux et de choses comme ça. Souvent, les gens, moi, quand je leur pose la question, je leur dis, bon, ok, super, vous prenez des compléments alimentaires depuis combien de temps? Ok, ben moi, ça fait 5 ans que j'en prends. Je fais une cure toutes les années d'environ 1 mois ou 2 mois. Je dis, ok, et puis alors, ça a résolu votre problème ou ça n'a pas résolu votre problème? Parce que si vous êtes en train de discuter avec moi, c'est qu'à mon avis, vous êtes encore en train de chercher des solutions. Et le problème, c'est justement la posologie et savoir comment utiliser et consommer les compléments alimentaires de manière appropriée et adéquate. Le problème, c'est la vision d'ensemble. Oui, c'est la posologie, mais c'est surtout la vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un schéma qui est un patchwork que vous avez fabriqué avec 10 thérapeutes, je prends le numéro 10 au hasard, mais ça peut même être seulement 2, avec 2 thérapeutes qui ne se sont pas parlé, à partir du moment où il n'y a pas de synthèse, où il n'y a pas de coordination, vous êtes un corps, vous n'êtes pas des organes mis ensemble, et donc on peut traiter l'organe 1, traiter l'organe 2, traiter l'organe 3. C'est pas possible. Donc il y a cette nécessité qui est fondamentale de faire la synthèse, que certains patients savent faire parce que c'est leur travail, parce qu'ils ont étudié ça à l'école ou parce qu'ils se sont formés, ils ont lu, etc. La plupart des patients, malheureusement, n'arrivent pas à le faire parce que leurs problématiques de santé, en plus, leur font un peu perdre pied. Il y a un manque de lucidité qui est lié au fait qu'il y a une souffrance qui est quotidienne ou en tout cas qui est chronique, qui revient. Et donc, il y a la nécessité d'avoir un point de référence qui va un peu orchestrer, un chef d'orchestre en fait, qui va dire ok, alors le naturopathe, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit comme ça, bon bah super, bah oui, ça effectivement c'est. Mais par contre, attention parce qu'il t'a conseillé de faire ça, mais l'ostéopathe te l'a conseillé aussi, et ça se formalise avec 2 produits de 2 laboratoires, de 2 marques différentes, mais qui en fait font la même chose. Donc on va faire un peu de tri, on va sélectionner, on va en garder qu'un. Ou alors, ah bah tiens, ces 2 produits-là, regardons la composition, non, ils ne sont pas super propres, qu'est-ce que c'est le principe actif? Allons regarder pour essayer d'en trouver un qui soit mieux. Ou alors, ce que vous venez de dire, ça me rappelle une dame qui m'appelle cet été, une petite dame gentille, environ, enfin, à la voix au téléphone, j'entends que c'était une dame qui était plutôt âgée, qui me dit oh là là, avec cette chaleur, comment elle me dit ça? Elle me dit qu'elle était toute flagada, qu'elle n'arrivait plus à rien faire. Et donc, elle téléphonait pour savoir si on a... Ah non, c'est pas ça, excusez-moi. Elle appelait pour me dire, il fait chaud, etc. Je n'arrive pas à aller aux toilettes, je suis constipée. Est-ce que vous avez quelque chose contre la constipation? Donc, je lui dis, mais c'est vite, vous êtes constipé, mais c'est quelque chose de chronique. Ah non, non, ça vient ces jours-ci. Bon, il faisait très chaud. Donc, première chose, est-ce que vous vous hydratez correctement? Oui, ma petite fille, elle me dit de bien m'hydrater. Donc, je prends la balle au bon et je lui dis, mais quel âge avez-vous? Oh là, j'ai 83 ans. Ah, d'accord. Et je lui dis, mais alors, avec cette chaleur, est-ce que vous avez changé quelque chose dans vos habitudes? Est-ce que vous avez... Bah oui, je sors moins. Mais avant, vous faisiez quoi? Ben, je sortais le matin, j'allais acheter mon journal
en bas. Et vous alliez aux toilettes? Ah oui, mais après. Je lui ai expliqué en fait que son problème de transit, il était lié simplement à la sédentarité qu'elle s'imposait, enfin, que lui imposait la forte chaleur et probablement un manque d'hydratation. Donc, je lui ai dit, faisons comme ça. Est-ce que pour cette semaine, vous pouvez vous organiser, puisque vous avez 83 ans, etc., pour vous lever un petit peu plus tôt le matin, pour pouvoir aller acheter votre journal quand il fait encore frais. Et puis, dans la matinée, vous rajoutez une boisson qui vous fait plaisir. Et puis, on se rappelle à la fin de la semaine, si vraiment le problème de constipation n'est pas résolu, on verra pour choisir un produit ensemble. Elle a rappelé à la fin de la semaine, elle me dit c'est résolu. Donc en fait, c'est ce que vous dites, il y a des fois où il y a des compléments alimentaires qui sont complètement superflus, inutiles. Totalement. La problématique, elle est fonctionnelle, elle est mécanique, elle peut être résolue avec une bonne nuit de sommeil, avec faire 3 pas en plus, avec un peu d'activité physique. Et c'est là aussi où l'œil extérieur de l'accompagnant est très utile. Parce que l'accompagnant, il va nous permettre de voir des choses dont nous-mêmes n'avons plus conscience, tellement ça fait partie de notre quotidien. Et oui. Et puis dans la situation de cette dame-là, en plus, elle attribuait son problème en fait à la chaleur. Donc, et non pas à la sédentarité, le fait qu'elle avait quand même un petit exercice matinal rituel qu'elle faisait chaque jour. Et du fait qu'elle l'ait arrêté, eh bien, il s'est passé la raison du coup de fil, pourquoi elle vous a appelé. Alors que finalement, eh bien, c'était, le problème était complètement différent et complètement ailleurs. Donc, il suffit de poser toujours les bonnes questions. Mais ça, c'est le travail du bon accompagnant, justement. C'est le travail du bon accompagnant. Et pour revenir à la question des inflammations, quand même, pour donner un peu parce que là, on a peint un cadre général, mais j'imagine que ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller dans le concret. En imaginant que l'anamnèse est faite et que la personne s'est rendue compte qu'effectivement, il y a bien un terrain inflammatoire sous-jacent et que ce terrain inflammatoire s'exprime avec, on va choisir un chiffre au hasard, 3 pathologies, des migraines, des troubles du transit et puis qu'est-ce qu'on peut inventer ? Des douleurs articulaires. Et puis des douleurs articulaires, par exemple. Des douleurs articulaires, ok. Donc, des douleurs articulaires, ok. Donc, bien. Alors, j'ai compris que migraine, douleurs articulaires et troubles du transit sont liés à une inflammation sous-jacente. Je fais quoi déjà, je vais aller regarder au niveau, c'est ce qu'on vient de dire, les banalités, le style de vie. Je vais regarder, est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je bouge suffisamment? Et quel est mon niveau de stress émotionnel, on va dire, quel est mon niveau d'anxiété, de stress, de pression, etc., etc. Déjà, en faisant le check de ces 4 paramètres, si on habite en Europe, on va en trouver forcément 1 ou 4 qui ne sont pas vraiment dans des valeurs, on va dire, de bonne santé, enfin, propices à la bonne santé. Et on peut déjà chercher à aller corriger ces choses-là. Et on n'a encore eu recours à aucun complément alimentaire, à aucun principe actif. Alors, en fait, comment faire pour mieux dormir? Comment faire pour mieux gérer son stress? Comment faire pour mieux manger? Comment faire? Ça, je laisse aux professionnels et aux accompagnements moultes et diverses le soin de donner les bons conseils et d'adapter les conseils à la personne. Parce que quelqu'un qui est manager d'une grande entreprise et qui est très stressé, clairement, on ne va pas lui dire de changer de boulot. Enfin, c'est pas jouable. Il faut aller travailler sur l'individuel et sur le personnel pour essayer de modifier des petits paramètres qui permettent d'améliorer, de rallonger la nuit d'une demi-heure, d'être moins stressé, de mieux manger, etc., etc. Une fois que ça a été checké et du mieux possible pris en charge et amélioré, il y a de fortes chances que l'inflammation, malgré tout, persiste, parce que les inflammations chroniques, c'est aussi très pervers parce que ce sont des processus au niveau biochimique, au niveau cellulaire, ce sont des processus qui s'auto-alimentent. C'est-à-dire que plus vous êtes enflammé, plus vous vous inflammez. Et plus vous êtes enflammé, et plus vous inflammez. Parce que les manifestations de l'inflammation, donc les fameuses problématiques, là, ce qu'on a pris dans notre exemple, les douleurs articulaires, les céphalées et les troubles du transit, sont au niveau anatomique, au niveau mécanique, source
d'irritation et de sollicitation et d'altération cellulaire qui créent de l'inflammation. Je prends l'exemple du trouble intestinal, une diarrhée. Donc, il y a un terrain inflammatoire. Ce terrain inflammatoire crée un dysfonctionnement de l'appareil intestinal. Ce dysfonctionnement de l'appareil intestinal crée une diarrhée. Le passage des matières sur la muqueuse irrite la muqueuse intestinale et crée un processus inflammatoire. Et donc, ce processus inflammatoire vient s'ajouter, c'est comme des petites gouttes d'eau qu'on mettrait dans un récipient unique, vient s'ajouter au contexte inflammatoire de base, et l'inflammation augmente et se diffuse au niveau des manifestations et se représente de manière de plus en plus fréquente, etc. C'est pour ça que souvent, si l'inflammation est chronique depuis quelques mois ou quelques années, il y a la nécessité absolue de travailler aussi, malheureusement ou heureusement, en ayant recours à un minimum bien choisi de compléments alimentaires ou de soins holistiques au sens large. Il y a besoin de travailler directement contre l'inflammation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme vous l'avez dit auparavant, qu'on ne va pas tout d'un coup arrêter de traiter, j'aime pas ce mot, mais de prendre en charge les migraines, les troubles articulaires et les troubles du transit. Mais on va peut-être chercher à avoir des mesures de prise en charge des migraines, des troubles articulaires et des troubles du transit, douleurs articulaires et des troubles du transit, qui soient le minimum syndical pour pouvoir se dégager de la disponibilité mentale, budgétaire, de contraintes dans la journée, pour pouvoir se dédier un petit peu plus au travail contre l'inflammation. Ce travail contre l'inflammation, il doit se faire au travers, globalement, il y a deux grosses mesures à mettre en place. La première, c'est d'arrêter ou de limiter tout ce qui va être pro-inflammatoire. Donc, on l'a dit avant, le sommeil, l'alimentation, le stress, etc., etc. Mais aussi, en travaillant sur le fin, sur le petit, en regardant comment se manifeste l'inflammation, essayer de travailler sur les organes qui sont les principaux touchés pour limiter les irritations ou les sollicitations de ces organes-là. Je donne un exemple typique. Si l'inflammation se manifeste par des troubles du transit, évidemment, on va soigner l'alimentation. C'est pour que l'alimentation ne soit plus source d'irritation constante de la muqueuse. C'est une banalité, mais c'est pour donner un exemple pragmatique. Ça, c'est le premier gros module, en fait, pour réduire l'inflammation. Le deuxième gros module pour réduire l'inflammation, c'est d'aller travailler, là on rentre plus dans la biochimie, d'aller travailler sur la réduction du processus inflammatoire. Donc, je reprends l'exemple de l'incendie. La réduction du processus inflammatoire, si vous avez une maison qui brûle, vous pourrez jeter un canadair d'eau complet dessus, vous n'arrêtez pas le feu. C'est vraiment déverser la mer Méditerranée en une seule fois. Donc, il est important de comprendre que le travail de détoxification, pour reprendre un terme qui va nous ramener vers votre méthode, le travail de détoxification, c'est un marathon. C'est assez petit, mais longtemps. Ça n'est pas un sprint. C'est impossible d'obtenir un résultat qui soit complet et qui soit durable si, en partance, au départ, le patient dit, moi, il faut que dans 15 jours, parce que dans 15 jours, je pars en vacances, donc il faut que dans 15 jours, ça soit réglé. Non, vous l'avez déjà eu aussi. Oui, je sais, c'est un grand classique. Mais ça, c'est pas possible. Il faut vous faire une raison, c'est impossible. Ils n'ont pas le temps. Ça fait plus de 6 mois que vous êtes en état inflammatoire. Forcément, il va vous falloir du temps pour résoudre les choses parce qu'un incendie, ça s'éteint avec plusieurs lances anti-incendie pointées dans la même direction qui vont aller travailler contre la combustion X, contre la combustion Y, etc. etc. Du coup, du point de vue factuel et pragmatique, comment on fait? On va regarder comment se concrétise l'inflammation au niveau cellulaire. L'inflammation au niveau cellulaire, elle se concrétise par la production en quantité énorme de radicaux libres, donc de toxines, qui sont, ça c'est votre job, hein. Je vous laisse faire parler après. Et
Moi, je vous laisse en parler là. Et il y a un autre point qui est important et qui est de plus en plus heureusement connu, reconnu, etc. C'est l'activation mastocytaire. Les mastocytes qui sont nos cellules sentinelles, qui sont les responsables du système immunitaire, celles qui sont en première ligne pour donner l'alerte à l'organisme et dire il y a quelque chose qui ne va pas, il faut déclencher un processus immunitaire. Et donc, l'activation mastocytaire, le fameux SAMA, syndrome d'activation mastocytaire, c'est un processus qui consiste à avoir un nombre de mastocytes au niveau des cellules qui augmente, c'est-à-dire ces fameuses cellules sentinelles qui s'appellent les unes les autres en disant « ici, il se passe quelque chose qui ne va pas, venez les gars parce qu'on va avoir besoin de donner une réponse, immunitaire ». Il y a une augmentation du nombre de mastocytes et il y a une augmentation de la production de la part des mastocytes des fameux médiateurs de l'inflammation. Lesquels médiateurs de l'inflammation sont, pour citer les plus connus, l'histamine, le TNF-alpha, l'activation du phare, etc. Donc, connaissant ce processus-là, on va l'appeler SAMA, même si dans la plupart des cas, ça n'est pas un SAMA réel, parce que si on fait l'analyse, l'examen, le patient, s'il va voir un allergologue, l'allergologue va lui dire non, pour vous, il n'y a pas de SAMA. C'est un SAMA latent, on va dire, mais cette activation mastocytaire, elle se formalise par plus de mastocytes et des mastocytes plus actifs. Et contre ces processus-là aussi, il est possible de lutter et on a des solutions pour le faire. J'ai fini mon explication de l'inflammation. Non, parce que si vous voulez, je vous lance le relais pour parler des radicaux libres. Le relais. Oui, je vous passe le relais pour les radicaux libres, etc. Non, effectivement, oui, les radicaux libres, c'est vraiment cette accumulation qui perturbe en fait finalement le système interne. Moi, vraiment, je les qualifie vraiment de responsables de créer en fait justement des problèmes inflammatoires parce qu'en plus de ça, cette accumulation de toxines ou de radicaux libres, de toxines, de déchets qui sont liés à la pollution environnante, qui sont liés aussi à la consommation, qui sont liés aussi au passé médical de la personne qui a suivi des interventions chirurgicales, qui a reçu des anesthésies, ne serait-ce que même chez le dentiste, par exemple, les traitements de la petite enfance, tous les vaccins qu'on a pu recevoir dès notre naissance jusqu'à maintenant, plus après, les produits de consommation impropres à la santé, tels que les drogues, l'alcool, le tabac. Je veux dire, ce qui constitue plus ou moins l'évolution en fait d'un individu depuis sa naissance jusqu'à maintenant, eh bien, il y a vraiment une accumulation que l'organisme ne peut pas synthétiser. Moi, surtout, ce que je vois, c'est que j'entends très souvent, et j'ai été vraiment me renseigner parce que ce qui est extraordinaire, c'est que YouTube, vous avez un puits d'informations à ce niveau-là où vous avez tellement de choses qui sont finalement contradictoires et se contredisent. En disant que l'organisme de toute façon a la faculté naturellement de pouvoir en fait évacuer et éliminer en fait une surcharge de toxines. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que si c'était le cas, je veux dire les gens se porteraient vraiment merveilleusement bien. D'accord. Aujourd'hui, en plus de ça, on est dans une société vraiment très oppressante, anxiogène, surtout en Occident, avec tout ce qui est en train de se passer. L'information, elle est toxique aussi dans une mesure où elle affecte émotionnellement les gens et les rendre beaucoup plus vulnérables du point de vue du système immunitaire. Donc, c'est aussi, en fait, à quelque part, une sorte de pollution qui affecte, en fait, la santé des gens. Eh bien, si c'était aussi simple que ça, l'organisme aurait déjà fait le boulot et puis on serait pas là en train d'en discuter. Donc, il y a vraiment, en fait, une problématique qui est liée à une accumulation et cette accumulation, elle est, potentiellement inflammatoire, donc elle déclenche des inflammations. Et aujourd'hui, c'est une réponse que j'ai pratiquement instantanément parce qu'avec l'accompagnement que je fais aujourd'hui, je le remarque sur l'état de santé des personnes qui se sont vraiment libérées de problèmes chroniques qu'ils avaient depuis tellement d'années et qui, au final, ont disparu parce qu'on a amené en fait la bonne complémentation de manière appropriée, adéquate, de façon proportionnelle dans le respect des normes. Et avec une manière très évolutive. Vous disiez tout à l'heure, celui qui veut résoudre son problème en 15 jours, c'est pas possible, juste parce que vraiment son impatience fait que c'est juste quand on est
on a une situation inflammatoire depuis des années, parce que moi j'ai des personnes qui ont eu ça, c'était pas 6 mois, une année, c'était vraiment, on parle de 10 ans de problématiques qui sont liées à des inflammations. Eh bien, vraiment la source, elle est vraiment pour moi présente et omniprésente dans l'organisme, c'est qu'il y a un stockage qui se fait. Parce que l'organisme n'arrive pas, le foie, qui a à peu près 800 fonctions, ne réussit pas complètement, en fait, à éliminer, une quantité qui submerge l'organisme de déchets et de polluants. Et donc, où est-ce que ça va se loger? Ça va se loger dans les articulations, d'où les douleurs articulaires. Ça va se loger dans les graisses, d'où un amalgame de graisse, la ceinture abdominale, les gonflements et les ballonnements. Ça va se loger. Les cellules contiennent des billes de graisse, donc elles vont aussi se loger dans les cellules. Et ce qui se passe, c'est que les cellules, forcément, eh bien, elles vont, comme il y en a partout, en fait, je veux dire, c'est un amalgame de cellules. On a aussi la matière grise. Et là, on a aussi des soucis de céphalée, de migraine, etc. Donc, il y a vraiment une espèce de source inflammatoire qui circule comme ça et qui crée une interférence aussi à la libre circulation de l'énergie, juste pour rappeler, pour la bonne forme, qu'on n'est pas juste un tas de chair, mais qu'on est des entités. D'accord? Une énergie vitale. Je vais revenir sur un truc que vous avez dit. C'est vrai, je n'y ai pas pensé dans le check à faire. La consommation d'écran. La consommation, la pollution, comme vous l'avez très très bien dit, ça c'est apprendre ou réapprendre, parce qu'en fait, par les nouvelles générations, mais sinon ma génération n'est pas née avec les téléphones et les ordinateurs. Réapprendre à éteindre le téléphone à partir d'un certain horaire, à aller se coucher avec un livre et pas avec une tablette, à ne pas être sur Facebook à 6 heures du matin en même temps qu'on fait le petit déjeuner. Ça, c'est très important parce que il n'y a pas... alors, en réalité, l'information existe, mais elle ne circule pas correctement. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Il n'y a pas encore d'études sur... Mieux. Il y en a beaucoup, mais personne n'en parle, d'études sur le réel impact physique que peut avoir une surconsommation d'écran. Et pourtant, il existe. Et ça participe aussi beaucoup à l'inflammation. Et c'est ce que vous disiez, le corps a une capacité, évidemment, c'est ce qu'on appelle les mécanismes tampons, a une capacité à réguler et gérer une certaine quantité de production de radicaux libres, une certaine quantité de recrutement mastocytaire, etc., etc. Mais cette capacité, aujourd'hui, elle est totalement désuète et dépassée face à la masse de stimuli pro-inflammatoires qu'on reçoit. Et parmi ces stimuli pro-inflammatoires, il y a la consommation des écrans. Donc, effectivement, ça fait partie des premières choses à checker et à réguler. Et puis, pour revenir sur ce que vous avez dit sur l'importance, bien que j'ai dit avant qu'il faut faire très attention à ne pas exagérer, à ne pas excéder, mais l'importance de choisir une complémentation alimentaire qui puisse être détoxifiante, donc qui puisse aider justement le corps à vider les réservoirs de radicaux libres et à revenir à une situation de propreté plus propice à la bonne santé et moins propice à l'inflammation. Donc, choisir la bonne supplémentation alimentaire avec les bons principes actifs pour pouvoir réguler ces radicaux libres, réguler le recrutement mastocytaire, réguler la dégranulation mastocytaire, si nécessaire, réduire le nombre, le volume, la quantité de médiateurs de l'inflammation. Quand il y a, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on observe sur certaines études qui ont été faites où les scientifiques ont fait des coupes en sections, ils ont fait des analyses histologiques des tissus, notamment au niveau intestinal. Donc, vous savez, c'est les images classiques où on voit un bout de tissu coupé, de tissu humain, coupé agrandi au microscope, où on voit les cellules, en général, elles sont roses parce qu'on met un colorant dessus. Et en fait, ce qui a été observé, c'est qu'il y a une traduction littérale du texte des auteurs, il y a un farcissement de la muqueuse intestinale. La muqueuse est littéralement farcie de toxines. Il y a des toxines qui sont passées
de la lumière intestinale dans la cellule, dans le tissu, et qui viennent solliciter qui viennent titiller le système immunitaire parce qu'elle ne devrait pas se situer à cet endroit-là. Et donc, le système immunitaire répond, crée de l'inflammation pour essayer de combattre ce passage de toxines qui ne devrait pas se faire. Et ça peut être aussi une source d'inflammation. Donc, avoir aussi une démarche de nettoyage. Ça, souvent, même les naturopathes le disent, il faut nettoyer, il faut drainer, mais c'est vraiment ça, avoir une démarche de nettoyage. Et ça aussi, ça peut se faire avec les justes compléments, dans les bons dosages et sans exagérer, et en envisageant une prise en charge sur le long terme. Donc, c'est pas je prends 50 compléments alimentaires pendant 15 jours, je vais peut-être, oui, en prendre 50, mais ça va se faire sur une année. Donc, il va y avoir une évolution step by step. Première étape, on va faire ça. Donc, première étape, on va nettoyer. Deuxième étape, on va détoxifier, on va drainer. Troisième étape, de travailler un peu plus là ou un peu plus là. Après, il y a la personnalisation. Toute la clé de la réussite de ces démarches-là, c'est la personnalisation de la prise en charge. Ça, c'est un message pour tout le monde. Si vous allez voir, quel que soit le professionnel, que ce soit professionnel avec diplôme ou sans diplôme, si vous allez voir un thérapeute et que ce thérapeute vous donne un papier qui est pré-imprimé, c'est-à-dire que vous comprenez donc que le patient avant vous et le patient après vous auront le même document, ça ne va pas fonctionner, ça ne peut pas fonctionner. Le standard, c'est ce que vous avez dit, vous êtes unique, chaque individu est unique. Il y a la nécessité d'une individualisation et d'une personnalisation de la prise en charge, même s'il y a toujours un protocole de base. Vous et moi, on travaille avec des protocoles de base, on a des protocoles qui sont... D'accord. Ouais, absolument. Mais le protocole de base, il doit toujours, c'est ce que je dis toujours, vous avez le protocole de base, c'est le vêtement Primark. Et derrière, vous avez le couturier, qui est l'accompagnant, qui va découdre au niveau des coutures et qui va vous le faire sur mesure. Ça, c'est indispensable que ça soit sur mesure. Si ça n'est pas sur mesure, dans le meilleur des cas, ça fonctionnera moins bien. Dans le pire des cas, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut personnaliser. C'est très bien illustré parce que c'est exactement ça. C'est vraiment un protocole de base, mais en fait, tout est basé en fait sur l'écoute et sur l'accompagnement. C'est ça. Pour en fait que savoir connaître et repérer, tous les symptômes en fait qui apparaissent, parce que drainer l'organisme, c'est pas juste en fait. Moi ça j'aime bien le rappeler parce que je pense qu'il doit y avoir à quelque part une sorte d'incompréhension, parce qu'il y a une médiatisation sur le mot détox qui est quelque chose d'incroyable. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, vous tapez détox, vous avez de quoi en fait vous perdre tellement vous avez un choix incroyable. Mais ce sont toujours des petites choses qui sont destinées à, drainer les organes de base. Qu'on veut dire, c'est les reins, le foie, le pancréas, etc. Juste pour pouvoir éliminer les surcharges de la production en fait de toxines que ont causé par exemple une alimentation trop riche, trop lourde, etc. Mais là on parle de poison. On n'est plus en train de parler de véritablement toxines, mais on parle de poison qui dérègle le système, qui perturbe l'homéostasie, qui amène les organes à ne plus être non plus en parfaite symbiose les uns les autres pour un fonctionnement homogène et uniforme. Donc, du coup, il y a une espèce de séparation à l'intérieur où tout à coup, il y a une inflammation qui se produit au niveau du foie, au niveau de l'intestin, au niveau du pancréas ou quoi que ce soit, mais qui peut être complètement liée à une autre cause. Donc, l'important, c'est toujours en fait d'être à l'écoute de l'évolution de la personne au travers d'un accompagnement sur un processus justement d'élimination des toxines par un drainage. Donc là, on parle de dépolluer l'organisme de tous ces agents chimiques qui ont été stockés, logés, mais qui sont là depuis des années. Ce que je veux dire, c'est qu'une anesthésie, on ne sait pas la quantité en fait d'agents chimiques qu'il y a dans une anesthésie. Rien que les anesthésies
dentaires, par exemple, ou les anesthésies générales, ou la péridurale, ou toutes ces choses-là, on ne s'imagine pas la quantité en fait d'agents chimiques qui vont se loger en fait dans les tissus, dans les graisses, dans les articulations, et qui créent justement des tas de dysfonctionnements. Puis ce sont les mêmes dysfonctionnements qui reviennent. Aujourd'hui, en plus de ça, on a quand même, de plus en plus, on entend la maladie de Crohn, on entend les problèmes liés à la fibromyalgie, on entend les problèmes d'adénomiose ou d'endométriose. On est vraiment dans ces cas de figure-là où c'est typiquement inflammatoire. Ah oui. C'est juste là, vous avez cité des maladies qui ont deux caractéristiques en commun, et effectivement, le tronc commun, c'est pour ça un trouble au milieu du visage, parce que le tronc commun, c'est toujours l'inflammation de tout. Ce sont des maladies qui sont d'un côté dites épigénétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prédisposition génétique de l'individu, même si on n'a pas encore identifié le gène. Typiquement, dans le cas de l'endométriose, on suspecte qu'il y a une base génétique, parce que sans qu'il y ait hérédité, il y a une familiarité, donc des lignées dans une famille qui ont la même maladie. Donc, il y a une base génétique, mais pourquoi épigénétique? Parce que cette base génétique, elle est activée par l'environnement. C'est-à-dire que l'individu qui naît avec cette prédisposition, si vous le faites grandir dans un environnement X, il va développer la maladie. Si vous le faites grandir dans un environnement Y, il ne va pas développer la maladie. Pourquoi? Parce que d'un côté, dans l'environnement X, il y a énormément de stimuli pro-inflammatoires qui vont activer la maladie. De l'autre côté, il y en a beaucoup moins. Donc, ce sont des maladies qui sont épigénétiques, et ce sont des maladies qui souvent ont une base auto-immune. Auto-immune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le système immunitaire qui se retourne contre l'organisme lui-même. Donc, en fait, on se mange nous-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a une activation des mastocytes. En italien, on impazzimento, les mastocytes deviennent fous, ils se mettent à produire des médiateurs de l'inflammation dans tous les sens, ça rappelle des lymphocytes sur le site qui vont produire des anticorps, lesquels anticorps vont s'attaquer à nos propres cellules. Ça, c'est la maladie auto-immune. Et donc, c'est exactement ça, c'est le descriptif parfait, malheureusement, d'une maladie auto-immune, donc problème de santé grave, qui, de surcroît, va être traité avec des médicaments qui sont très lourds, parce qu'ensuite, on parle de thérapies immunosuppresseurs, etc. Des maladies très graves qui sont nées parce qu'il y avait une prédisposition génétique, mais il y a eu une activation qui a été causée par des années, parce que vous l'avez très bien dit, c'est pas 2-3 jours ou quelques semaines, c'est des années de stimuli pro-inflammatoires qui ont entraîné un SAMA, lequel SAMA a entraîné la maladie auto-immune. Donc, effectivement, en fait, finalement, cette prise en charge de l'inflammation, c'est un enjeu de santé majeur. Majeur. Mais c'est vraiment quelque chose à faire. Mais c'est le dénominateur commun, en fait, de 90% en fait, des problèmes que les gens rencontrent en fait, aujourd'hui. Et dans mon discours, alors bien que assez simplifié parfois, parce que je n'ai pas non plus forcément toute la terminologie, puisque je ne suis pas non plus d'éducation universitaire ou quoi que ce soit là-dedans, puisque je fais jouer ma propre expérience dans le rétablissement des valeurs, c'est souvent ce que je dis, c'est que vraiment on s'attaque à la problématique inflammatoire pour vraiment rétablir en fait le système interne. Oui. C'est vraiment le mot que j'utilise souvent, c'est vraiment la restauration des valeurs, parce que aujourd'hui ça s'est vérifié simplement avec justement l'administration d'une complémentation qui est contrôlée et qui est évolutive et qui permet en fait à l'organisme une capacité d'assimilation à 80%. Ce qui permet aussi, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais c'est les carences. Parce que tout ce qui concerne les radicaux libres, les toxines, la pollution qui alourdissent le corps, eh bien, sont des sources qui grignotent toutes les valeurs nutritives que le corps a besoin. Donc, en fait, en plus de ça, il les brûle. Donc, ce qui veut dire qu'on a beau mettre
énormément et prendre énormément de compléments alimentaires, si, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a toujours en fait une inflammation derrière, Vous je veux jetez dire, vos compléments alimentaires, ils ne servent à rien. Ils servent à vous les rien. jetez complètement. Complètement. Mais, Il y a un exemple très typique de ça, c'est alors oui, la base est inflammatoire. Bon, là, on parle quand même d'une dysbiose. Dans les cas de candidose, de grosses candidoses et intestinales et systémiques, souvent, ce qui se voit, c'est que la personne est carencée en fer. Parce que le candidat se nourrit de fer. Et il se nourrit de fer au détriment de l'organisme. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la décence de dire je vais en laisser un petit peu pour le corps pour que ça ne se voit pas trop. Non, lui, il bouffe tout. Il pense qu'à lui. Et donc, que fait le médecin, que fait le naturopathe, que fait le patient lui-même? Eh ben, il se supplémente en fer. Sauf qu'en se supplémentant en fer, en fait, il nourrit le mal. Le mal, voilà, qui est déjà à l'intérieur. Et donc, les niveaux de fer n'augmentant pas, c'est une surenchère de toujours plus de supplémentation et toujours plus de carences, etc. Donc, vous avez tout à fait raison de dire que les carences, et c'était vraiment mon propos lors du dernier live, les carences, ce serait un raccourci de dire il ne faut pas les traiter. C'est pas tout à fait juste. Ça, évidemment, ça serait erroné, cette affirmation-là. Mais les carences, il faut comprendre que si elles existent parce qu'il y a un terrain inflammatoire, on peut temporiser sur une période de 2, 3, 6 mois selon le type de carence et la gravité de la carence. On peut temporiser en disant on prend acte du fait qu'elles existent. Faisons le travail contre l'inflammation d'abord et allons recontrôler après. Parce que dans la majeure partie des cas, c'est votre expérience, mais c'est la mienne aussi, je le vois bien avec les gens, dans la majeure partie des cas, les carences, elles s'éliminent toutes seules si on travaille contre l'inflammation, sans avoir besoin d'aller supplémenter, d'autant plus que maintenant, on a des instruments de mesure sur absolument tous les paramètres. Donc, on va mesurer le sélénium, le zinc, vraiment les oligo-éléments, les choses toutes petites. C'est parfait, ça. C'est parfait, mais si vous voulez, ce sont des médailles qui ont deux faces. C'est-à-dire que la face positive, c'est qu'on peut être extrêmement fin et extrêmement précis sur l'évaluation du patient et sur l'anamnèse. Ça, c'est très bien. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que si on a mesuré 50 paramètres et qu'on en a 20 qui sont altérés, dans l'idée, il faudrait qu'on intervienne en allant supplémenter sur 20 choses différentes. D'où l'intérêt de temporiser un peu en disant « Ok, on est dans un contexte d'inflammation chronique, on a 20 carences, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va complémenter sur 20 trucs ou est-ce qu'on s'occupe d'abord de l'inflammation et puis qu'ensuite on va revérifier ?» Parce que la carence en sélénium, disons la vérité, oui, c'est bien de savoir qu'elle y est et c'est mieux si elle n'y est pas, mais d'un autre côté, vous n'allez pas mourir demain parce que vous êtes carencé en sélénium. C'est ça. Et aussi la balance bénéfice-risque pour le patient. Qu'est-ce qui vaut mieux? Laisser une carence en sachant qu'on va aller la revérifier quand même, c'est pas qu'on l'oublie, hein. On sait qu'elle est là, on va aller la re-regarder. Laisser une carence de côté temporairement pour mettre en place un travail sur quelque chose qui a un enjeu plus important, ou s'occuper tout de suite maintenant de la carence en sachant que peut-être il va y avoir rechute dans 6 mois parce qu'en fait la cause de la carence. Ça rejoint simplement le principe, en fait, c'est que les gens ils se jettent justement sur les compléments alimentaires en pensant qu'ils vont augmenter leur carence alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils peuvent le vérifier sur les analyses de sang d'ailleurs. De toute manière que ça n'a absolument pas changé. Je veux dire parce que le terrain inflammatoire, les inflammations qui sont là, elles grignotent vraiment les valeurs nutritives que vous envoyez. Donc en fait finalement c'est presque de l'argent qui est mis à la poubelle pour zéro efficacité ou même s'il y a une petite amélioration. Souvent le discours, ce qui ressort, c'est « Ah ouais, mais j'ai été bien un moment, mais maintenant c'est de nouveau retombé, je ne comprends pas pourquoi, je retrouve de nouveau les mêmes problématiques. » C'est d'où le discours, des fois, encore une fois, assez simplifié, mais je pense que ce que j'essaie, c'est vraiment d'apporter une image en disant « Ok, tu t'es bien senti pendant une période de cure, c'est génial. » Parce que pendant la période de cure, tu as envoyé ça, tu as donné ça à ton organisme, tu as amené ça comme type de nutrition, c'est parfait. Maintenant que tu as fini ta cure, tu retombes de nouveau dans les mêmes problèmes.
que je veux dire, c'est que les gens, ils sont pas résolu. Tant que le terrain n'est pas stable, voilà, on n'appelle pas terrain par hasard. Le terrain, c'est même en dessous de la maison. C'est vraiment la base. On est même en dessous des fondations. Si vous avez des fondations solides, mais dans un terrain qui est absolument pas stabilisé, vous n'allez nulle part. Donc, ce travail contre l'inflammation est vraiment prioritaire. Et le message aujourd'hui, c'était surtout de faire prendre conscience, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, parce que je le lis et que je leur parle au téléphone, faire prendre conscience aux personnes qui ont 2, 3, 4, 5 problématiques de santé conjointes, à qui les médecins disent, ben non, moi, quand je regarde vos analyses, tout va bien, oui, enfin, j'ai mal là, oui, mais j'ai pas de solution pour vous. Leur faire prendre conscience que ces problématiques-là, elles apparaissent comme étant 5 points complètement déliés, mais en fait, en dessous, il y a comme une espèce de toile d'araignée qui les réunit toutes, et il y a un tronc qui est vraiment cette inflammation, et c'est de ça que vous devez vous occuper, impérativement. C'est magnifique, super. Ça s'est super bien déroulé en tout cas. Merci beaucoup pour ce débat. Merci à vous. Merci à vous. Quelques questions, j'ai regardé un petit peu. Et... Oui, alors Charlotte disait, vous parlez de diarrhée, mais qu'en est-il de la constipation? Je veux dire, on a donné un exemple de diarrhée, mais la constipation, c'est en fait pareil. Oui, c'est même pire. C'est même pire parce que justement, ce que je citais avec cette étude qui m'avait frappée, parce que même méthodologiquement, là, c'était extrêmement scientifique, c'était très bien conduit, où ils avaient pris, c'était sur des gens qui avaient fait don de leur corps à la science, donc sur des personnes décédées. Ils avaient pris des morceaux d'intestin, ils avaient été les couper en tranches comme ça, ils les avaient regardés, et on voyait vraiment le farcissement de la muqueuse par ce qu'on va appeler des toxines pour faire une généralité. Et ça, c'est typique dans les cas de constipation chronique. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une stase des matières fécales en contact avec la muqueuse, inévitablement, il y a une sollicitation mécanique, il y a des frottements qui créent une irritation, mais il y a aussi comme une espèce de pénétration de substances qui ne devraient pas passer, qui passent lui-même. Donc oui, la constipation, c'est un gros problème. C'est un gros facteur de risque des inflammations chroniques. Il y avait une question, il n'y a pas d'excipients dans les produits proposés par Diakos? Si, bien sûr qu'il y a des excipients. Si, bien sûr. C'est pour ça que j'en parlais, parce que moi, quand je fais un... Et d'ailleurs, Diakos, je vais quand même encenser mon entreprise, mais parce que c'est vrai, c'est l'un des rares laboratoires où s'est posé la question, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation législative et réglementaire à mentionner les excipients sur la fiche descriptive d'un produit qui est vendu sur Internet, par exemple. Et beaucoup de laboratoires jouent de ça. C'est-à-dire que quand vous allez sur leur site et que vous allez regarder la description du produit X, par exemple, produit à base de PA, si vous allez regarder chez les principaux laboratoires qui sont distribués en France, ils vous disent quantité de PA X, point. Si vous allez sur le site de Diakos et que vous regardez PA-LEN, je parle de ce produit-là parce que c'est un produit anti-inflammatoire, donc on reste dans le cadre de ce qu'on dit. Si vous allez regarder la composition, vous avez une composition exhaustive. PA 600 mg et les excipients. Parce qu'il faut être honnête, transparent et correct vis-à-vis du client et vis-à-vis du consommateur en lui annonçant clairement la couleur. Et au-delà de ça, cette conscience, après, vous pouvez les regarder, les excipients, chez Diakos, chez nous, ils sont propres. On fait le nécessaire pour choisir des choses qui soient... Et on est perpétuellement en train de revoir nos formules. Nos laboratoires qui nous font la popote deviennent fous parce qu'on est perpétuellement en train de revoir nos formules pour améliorer, également sur la base de ce qui remonte dans les interactions sur les réseaux sociaux, etc. Donc, pas de problème. Enfin, moi, j'accueille ces suggestions-là avec grand plaisir. Mais indépendamment de ça, sachant qu'il y a des excipients, c'est précisément pour ça que c'est plus intéressant de se faire conseiller plutôt que de faire un achat spontané. C'est assez intéressant de passer par le filtre, entre guillemets, du conseil individualisé, parce que si
moi, je vous dis de prendre 3 compléments alimentaires Deakos dans la journée. C'est parce que je sais que c'est compatible et qu'il n'y aura pas de surcharge. Donc, d'où l'intérêt, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, le Primark qui est détricoté et qui est recousu sur mesure. Et ça fait sens, parce qu'en plus de ça, dans un domaine comme celui-ci, où vous traitez vraiment en fait tout ce qui est la problématique intestinale, tous les symptômes, comment est-ce qu'on dit ça, oui, le syndrome de l'intestin irritable, le SAMA, le candidose, la dysbiose, etc. Je veux dire, on va éviter aussi d'avoir en fait, une complémentation qui soit plein d'excipients, justement pour donc, je veux dire, c'est dans une suite en fait finalement logique. Oui, mais là, on peut refaire un live de 1 heure si vous voulez pour entre guillemets démonter certains laboratoires qui en plus ont pignon sur rue. Hein. Moi, des fois, ça m'agace. Après, évidemment, je ne ferai pas de nom. Mais certains laboratoires qui ont pignon sur rue et qui, le super produit PA, voilà, la PA, formidable, principe actif, anti-inflammatoire, blablabla. Et puis, quand finalement, la personne, elle a le produit en main, parce qu'en fait, il faut attendre de l'avoir acheté pour pouvoir lire l'étiquette, parce que l'obligation légale, elle n'est que sur l'étiquette. Donc, il faut que vous ayez acheté le produit, que vous l'ayez déjà payé et reçu pour pouvoir enfin consulter la liste exhaustive de ce que vous allez mettre dans votre organisme. Quand finalement vous avez l'étiquette, ça c'est du vécu, hein, des clientes qui me disent vous savez Marie, j'ai pas besoin de faire une commande, la PA je vais aller l'acheter ailleurs. Pas de problème, on regarde, ok, tel dosage. Elles achètent, elles reçoivent le produit. Marie, je peux vous envoyer la photo avec la composition parce qu'il y a des trucs que je trouve bizarres. Oui, bien sûr. Donc elle m'envoie ça. De titane. Bon, vous avez la possibilité de faire un renvoi, comment ça va se passer? Donc là aussi, il y aurait beaucoup de choses sur le manque d'éthique aussi. Ça, c'est une autre question, c'est un débat qui est plus d'ordre économique. Après, il y a des enjeux qui sont Mais en tout cas, on en revient surtout, c'est sur le conseil et l'accompagnement, toujours individualisé, conseil et accompagnement. Parce que les gens font énormément d'erreurs. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font vraiment énormément d'erreurs en pensant que, vous savez, le marketing, c'est bien joli, hein, le marketing, voilà, c'est de la vente, ça reste du business, de vendre des produits, des compléments alimentaires, de les mettre en avant. Il y a des grosses firmes qui ont des grosses marques, etc. Bien sûr que ce qui est prôné, c'est toujours le 100% naturel. Oui, c'est naturel, etc. Mais en fait, si on regarde bien, je veux dire, on est à l'opposé de ce qui est proposé finalement. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment le recul qui est nécessaire justement pour pouvoir bien aiguiller en fait les personnes. Et c'est d'où l'accompagnement intervient à ce moment-là. C'est ça. Ouais. Eh bien, super. Je pense qu'on a fait le tour, Marie. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Merci à vous, merci beaucoup et merci aux personnes présentes. Je vois qu'il y a un dernier commentaire qui est arrivé. On y répondra par écrit. Après le live. Oui, parce que je pense qu'il doit y avoir des commentaires sur les différents groupes. Donc, du coup, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, on se dit à une prochaine. Prenez soin de vous. Avec plaisir. Vous aussi. Merci encore. Merci pour l'audience. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.